Alors, bonsoir, Alors, bonsoir, docteur Ditine. Comment allez-vous, docteur? oui, M. Roger, comment est-ce que vous allez? C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir ce soir, docteur. Moi aussi, je suis très heureux, là. Ok, d'accord. Alors, nous allons aller très rapidement. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le docteur Ditine, qui est très, comme le dit, un peu caché. Caché, c'est un peu trop dit, mais il n'y a pas trop de publicité autour de lui. Il fait de très bonnes choses. Il est donc le secrétaire général donc, du parti, donc du PUD. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer cela, docteur? Oui, je suis le secrétaire général du Parti pour l'Union et le Développement, en abrégé PUD. Le parti de développement PUD. Alors, comme j'avais dit tout à l'heure, seulement de vous poser Clément la toute première question, docteur. Est-ce que vous pouvez certainement vous présenter brièvement aux auditeurs qui ne vous connaissent pas? Nous savons beaucoup de choses pour la Guinée, mais comme je l'ai dit, c'est un peu dans toute la discrétion. Alors, est-ce que vous pouvez vous représenter aux auditeurs qui sont en ligne? Oui, je suis Dr Mamadou Ditine Diallo. Je suis né le 19 décembre 1953 à Mamou, ville. C'est au nord du pays, au Fouta Jalon. Je suis de formation docteur vétérinaire. Et je suis le secrétaire général du Parti pour l'Union et le Développement. J'ai été député à l'Assemblée nationale pendant la législature de 2002. Je suis présentement conseiller au Conseil national de la transition et précisément je suis le rapporteur de la commission du code électoral et des textes légaux sur la CENI. Et au niveau de la fonction publique, je suis un haut cadre du ministère de l'élevage, donc en service comme inspecteur à l'abattoir de Coléa. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, comment c'est un peu votre parti? On n'entend pas parler de vous. Est-ce que vous avez eu un candidat à l'élection présidentielle en 2010? En 2010, j'ai soutenu Cellou Dalein Diallo. Mon parti était de l'alliance Cellou Dalein président. Donc, nous avons préféré soutenir un candidat. Nous n'avions pas un candidat au niveau du parti. Et pourquoi, M. Cellou Dalein Diallo? Et ensuite, est-ce que vous avez été pratiquement un peu satisfait du déroulement certainement des élections présidentielles? Oui, bon, disons, le soutien à Cellou Dalein s'explique par la volonté du parti. Vous savez qu'un parti politique, quand il y a des événements aussi importants que les élections, il se réunit en congrès, il décide de ses candidats qu'il doit lever ou alors des candidats qu'il doit soutenir. Alors le bureau exécutif du parti s'est réuni, il a examiné les 24 candidatures, il a décidé à la majorité, nous étions le bureau exécutif sur 15 présents, 13 ont demandé à soutenir Elhadji Cellou Dalein. Donc la décision a été prise, nous avons soutenu Cellou Dalein. Donc la raison, c'est en obéissant au statut du parti, la majorité s'est largement dégagée pour soutenir Cellou Dalein. Maintenant, satisfait des élections, oui, puisque nous avons été des légalistes, nous avons obéi à notre candidat. Sinon, il était difficile, sinon inexplicable qu'un candidat venu premier au premier tour avec 43% des électeurs comme résultat et ayant le soutien du faiseur de roi qui totalisait un soutien de plus de 60% des suffrages théoriquement qu'au second tour il se retrouve battu, c'était difficile à expliquer. Mais puisque notre candidat est un légaliste, il avait prévenu qu'il se serait soumis au verdict de la Cour suprême. Quand il a décidé de se soumettre, et notre alliance entièrement a été soumise. Nous avons donc obéi à l'institution judiciaire de notre pays la plus haute, conformément à notre discipline du parti, et nous avons accepté la volonté de notre candidat pour reconnaître son challenger comme président élu. Voilà. Alors, merci. Mais est-ce que vous avez tiré quand même un peu l'échec un peu de la défaite de votre candidat, étant donné que beaucoup de militants donc qui ont supporté M. Alpha Condé ont fait quand même un peu le calcul que vous venez de faire. 1 plus 1 est égal à 2, 1 plus 1 plus 1 plus 1 est égal à 60, donc M. Cellou Dalein Diallo ne pouvait pas logiquement perdre ces élections. Et certaines personnes disent que les partis, l'alliance arc-en-ciel n'avait pas tellement
le maillot, et que le professeur Alpha Condé, qui était conscient certainement de son écart, a beaucoup plus travaillé, a beaucoup plus fait du porte-à-porte que vous. Est-ce que vous avez tiré les conséquences certainement de votre échec? Oui, écoutez, de toute façon, comme je vous le dis, en tant que légaliste, nous sommes soumis à la Cour suprême. Mais les dessous de cette élection sont des dessous décevants. Il vous souviendra que la CENI n'a pas fait son travail quand on a dit à la CENI qu'elle devait éviter partout où il y avait de manière flagrante des anomalies. Ça, c'est conformément à l'article 132. En cas d'incohérence ou de vie substantielle affectant la sincérité des bulletins, des procès-verbaux, la CENI pouvait éliminer. Le président de la CENI ne l'a pas fait. Alors il y a eu du n'importe quoi, mais comme je vous le dis, les petits détails n'allons pas rentrer. La leçon principale que nous tirons, c'est que pour les prochaines élections, nous devons être très vigilants. Nous devons faire en sorte que nous surveillons l'ensemble des bureaux de vote, qu'à la sortie des résultats, que nous surveillons le transport des résultats jusqu'à destination, jusqu'à la proclamation. Je crois que nous avons été distraits à un moment où nous avons trop porté confiance au gouvernement de la transition qui a organisé les élections, mais nous nous sommes rendus compte que tout ça, c'était un manque de vigilance. Le trop de confiance à ce gouvernement nous a amenés là où nous sommes venus. Comme je vous le dis, les détails aujourd'hui n'ont pas d'importance parce que le président élu a 2 ans. Nous sommes en train de préparer des législatives, mais principalement nous vous disons que nous tirons comme leçon d'être vigilants et d'éviter tout piège pendant le processus électoral. C'est ce qui explique aujourd'hui le blocage que vous voyez en Guinée. Nous sommes tellement vigilants que de l'opérateur de saisie jusqu'à la CENI en tant qu'institution qui organise, nous sommes vigilants, nous exigeons des réformes institutionnelles et des réformes techniques qui nous permettent d'éviter toute fraude à l'avenir pour les élections à venir. C'est la leçon principale que nous tirons. Merci beaucoup. Nous allons revenir pratiquement un peu à cela tout à l'heure. Alors, le professeur Alpha Condé, que vous n'avez pas certainement apporté votre choix pour lui, est à la tête du pays bientôt 2 ans. Est-ce que vous pensez que le moment est venu pour faire un bilan? Si oui, que pensez-vous certainement des 2 années du professeur Alpha Condé? Écoutez, quand un président est élu, dès les 3 premiers mois, les 100 premiers jours, on est en mesure de faire un bilan. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre l'espoir. Nous avions eu l'espoir, quelle que soit l'issue des élections, puisque nous avions un président civil, démocratiquement élu, nous avons cru que nous serions en mesure d'espérer que les lois de la République seront respectées, espérer que les institutions seront mises en place, qu'elles seront fonctionnelles. Nous avions espéré que le processus électoral serait mené à bon terme. Aujourd'hui, la transition s'enlise. On est à la 2e année. Vous savez que notre Constitution avait demandé que la transition n'excède pas 6 mois après la promulgation de la loi fondamentale de la Constitution. Malheureusement, c'est la 2e année qui finit et nous n'avons pas encore d'espoir. La 2e année finie, nous nous engageons dans la 3e depuis la mise en place du Conseil national de transition. Aujourd'hui, tout semble bloqué en Guinée. Le fait que cette élection législative ne soit pas organisée, tous les problèmes du pays sont suspendus. Vous savez que les bailleurs de fonds ne peuvent pas s'engager à une certaine hauteur quand il n'y a pas des représentants du peuple qui essayent de légaliser leur intervention dans le pays. Donc le CNT, oui, il joue un rôle de législateur, mais le CNT n'a pas cette légitimité qu'une assemblée nationale a. Ce qui explique qu'aujourd'hui, beaucoup d'institutions sont bloquées. Quand vous lisez notre Constitution, il est dit que 6 mois après l'Assemblée nationale, on doit mettre en place la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. Le médiateur de la République, même s'il existe aujourd'hui, il ne devait pas exister. Nous avions le Haut Conseil aux droits de l'homme, etc., etc. Toutes ces institutions sont bloquées parce que nous n'avons pas l'Assemblée nationale. Donc, le bilan, ce qu'aujourd'hui, nous n'espérons plus, et nous avons peur de croire que le manque de volonté du régime actuel nous amène dans une crise. Vous avez suivi ce qui s'est passé hier. L'opposition est obligée de descendre dans la rue pour demander au gouvernement de créer les conditions utiles et nécessaires pour une tenue d'élections libres et transparentes.
Donc aujourd'hui, l'espoir est vraiment très minime. Nous espérons parce que nous sommes des croyants, nous espérons parce que nous sommes des combattants, nous sommes prêts à combattre, mais nous n'espérons plus en ce régime-là. Donc si je devais faire un bilan, je ne dirais pas qu'il est mitigé, mais si j'avais une note à donner sur 10, j'aurais peut-être donné 3 à ce régime. Parce que simplement, la première tâche, la première mission de ce régime, après sa mise en place, c'est d'aller aux élections législatives qui devaient suivre. Et après ces élections, il y a les élections locales qui attendent. Malheureusement, nous sommes en train d'aller direct en 2013. Et en 2014, c'est la bagarre pour les élections présidentielles 2015. Est-ce que nous risquons de nous trouver, si vous voulez, dans une pollution d'élections? La législative non organisée, la présidentielle toute proche, les communales qu'on appelle les locales sont dépassées il y a longtemps. Alors franchement, aujourd'hui, il ne faut pas espérer que ce régime ne sorte de l'ornière. Alors, le professeur Alpha Condé a prêté serment de respecter donc la Constitution. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez constaté quand même des violations de la Constitution depuis que le professeur Alpha Condé a pris le pouvoir? Mais nous l'avons constaté à bien des reprises, même si parfois, quand nous l'avons interpellé publiquement, il a corrigé. La première violation que nous avons constatée, c'est la constitution du gouvernement. Il dit que le président de la République nomme le Premier ministre, c'est à celui-ci de lui proposer la liste du gouvernement. Mais le Premier ministre a été nommé en même temps que le gouvernement. Là, ce n'est pas corrigé, c'est resté. Et la deuxième violation, il a été question de retirer par un décret une ferme qui avait été attribuée par bail à un opérateur économique. Le bail se règle à la justice, ça ne se règle pas par un décret. Là, évidemment, quand tout le monde a crié, il a corrigé. Et la troisième chose, l'Institution nationale des droits humains, qui est une institution prévue par la Constitution, il a fait un décret pour la créer. Là, quand nous avons encore crié, il a rapporté le décret et il nous a demandé de faire la loi. Aujourd'hui, la violation, c'est autour de cette CENI. Parce que si vous lisez la Constitution, la CENI n'est plus cette CENI actuelle. La CENI actuelle est créée par une loi que vous connaissez, la 013 dont tout le monde parle, qui est une loi ordinaire. Alors qu'aujourd'hui, la CENI est constitutionnelle. Elle est reconnue par la Constitution. À l'article 132, elle est rendue responsable de l'organisation de toutes les élections politiques et des référendums en Guinée. À l'article 133, une loi organique appelle la mise en place d'une institution qu'on appelle la CENI. Il faut faire l'organisation, la composition et le fonctionnement de cette CENI. Cette loi en appelle l'organisation, le fonctionnement et la composition de la CENI. Aujourd'hui, il était tout à fait normal que le CNT vote une loi proposant la composition, décidant plutôt de la composition, de l'organisation et du fonctionnement de la CENI. Malheureusement, nous apprenons que c'est des propositions que le CNT vient de faire, et des propositions contradictoires. La première qui veut qu'on reconduise la même CENI, donc le statu quo. La seconde qui veut qu'on la recompose à moitié, en maintenant des anciens. Et une troisième qui veut qu'on vote une loi. Alors que le CNT, en tant qu'organe législatif, ne devait que faire une seule option. C'est-à-dire voter la loi organique prévue en article 133. Donc je dis qu'aujourd'hui, on est en train de parler de consensus à la place des lois. Et un État ne fonctionne pas par consensus. Un État fonctionne pas sur la base des lois. Alors, monsieur Dr Ditine, tout à l'heure, vous avez critiqué un peu la gestion du président Alpha Condé à la tête du pays. Vous êtes au CNT, mais le CNT aussi un peu controversé. Hein. Depuis la nomination de ses membres, vous êtes resté pratiquement inactif. Vous n'avez pas certainement eu des gros projets. Vous n'avez pas discuté certainement de gros projets au niveau donc de la CENI. Alors, quel bilan critique vous pouvez faire au niveau certainement aussi donc avec du CNT, je veux dire. CNT. Mais je vais vous dire, le CNT a été une institution qui au début a fait un excellent travail. Déjà créé au mois de mars 2010,
Au mois de mai, on avait promulgué une constitution, un code électoral et des lois sur la communication qui nous ont permis d'aller aux élections le 27 juin. Donc c'est pour vous dire qu'à ce niveau, le CNT avait très bien commencé. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La récupération du CNT par le pouvoir exécutif a bloqué l'institution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une émission de l'exécutif dans le CNT. Le présidium du CNT est pris en otage. Le CNT ne réussit plus à fonctionner. Sinon, je vais vous dire que ce projet de loi créant la CENI a été étudié pendant 3 intercommissions. À 3 reprises, ce projet a été présenté. Je vous le dis parce que je suis le rapporteur de cette commission. J'ai présenté à 3 intercommissions et j'ai présenté dans 3 plénières ce projet de loi. Mais croyez-moi que les pressions sur le CNT nous ont bloqués, nous ont empêchés de voter la loi. Et quand cette année, le mois passé, le mois de juillet, il a été question de relancer les activités du CNT sur la sortie de crise, notamment en ce qui concerne la CENI, le CNT, 7 commissions sur 9, ont décidé que le CNT ramène sur la table le projet de loi portant organisation, fonctionnement et composition de la CENI. Malheureusement, il y a eu encore le blocage que vous avez connu. Il y a eu des émissions de l'exécutif dans le CNT, au point qu'on nous a imposé d'autres institutions qui sont venues diluer la proposition du CNT pour nous dire qu'il faut plutôt faire beaucoup de propositions à l'exécutif. Et puis, naturellement, vous avez compris que l'exécutif a choisi de prendre la proposition qui lui semblait la plus arrangeante, à savoir une recomposition partielle. Donc, si le CNT a été cassé dans son élan, c'est tout simplement parce qu'il y a émission dans ses activités, il y a cette tentative de monopoliser le CNT qui a fini par être une simple caisse à résonance. Voilà pourquoi le CNT aujourd'hui, je suis d'accord avec vous que nous ne fonctionnons pas. Pourtant, nous avons bien commencé. Et vous souviendrez que dans 2 mois, nous avons fait les principales lois pour normaliser la vie politique de ce pays-là. Et nous avions décidé de quitter 6 mois après la promulgation de la Constitution. Aujourd'hui, le CNT s'enlise, la transition s'enlise avec. Certaines personnes critiquent le leadership de Mme Rabiatou Serra Diallo. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, écoutez, je suis tout à fait d'accord parce que si la présidente de CNT ne prend pas conscience de sa mission représentant l'institution chargée non seulement de voter les lois mais de contrôler l'action du gouvernement, si elle accepte d'être influencée par l'exécutif au point de diluer son institution dans des institutions qui ne sont que des institutions, si vous voulez, qui viennent aider le gouvernement. Ça, c'est le cas du Conseil économique, ça, c'est le cas du Conseil national de la communication. Ce sont des constitutions qui ne légifèrent pas. Elles soutiennent le gouvernement, elles font des remarques, elles proposent, mais elles ne décident pas par des lois. Si la présidente accepte de diluer son institution dans ces institutions-là, au point de laisser caporaliser son institution par ces autres institutions, au point de faire perdre à l'institution son caractère législatif, eh bien, elle n'aura pas mérité la confiance de ceux qui l'ont à sa tête, et je crois qu'il faut contester son leadership. Merci beaucoup. Revenons quand même un peu à la CENI aussi, puisque nous sommes actuellement en train de parler pratiquement des institutions, nous allons parler aussi de la CENI. Que reprochez-vous actuellement au fonctionnement de la CENI en ce moment? Est-ce que vous êtes, vous approuvez la manière dont cette CENI fonctionne maintenant? Mais c'est parce que la CENI ne fonctionne pas que le processus est bloqué. La CENI est responsable de tout le processus électoral. On vous a dit que le PNUD est venu faire un audit, l'EMARC est venu faire, l'OIF a fait un audit sur le fonctionnement de l'opérateur unilatéralement choisi par le gouvernement qui est l'EMARC. Tout ceci explique l'incapacité de la CENI d'organiser des élections. La CENI, si elle était restée impartiale, si son président ne s'était pas inféodé au pouvoir,
si cette institution avait fonctionné conformément au serment prêté, aujourd'hui, elle aurait pu débloquer la situation et aller aux élections. C'est parce que simplement, elle a créé toutes les conditions de blocage en recrutant unilatéralement sans avis de l'ensemble de la classe politique un opérateur qui est Remarque, parce qu'elle a choisi un opérateur local qui est Savary Technologies. C'est parce que simplement, ils ont refait un découpage électoral qui a mis en cause tout le travail qui avait été fait pour la création du premier fichier. C'est parce qu'ils ont engagé le recensement à la place de la révision prévue par la loi. C'est parce qu'ils sont allés remplacer les démembrements de la CENI par des militants du RPG Arc-en-Ciel. C'est simplement toutes ces conditions créées par la CENI qui nous créent un blocage du processus. Aujourd'hui, toutes ces raisons nous poussent à dire que la CENI est disqualifiée, qu'elle ne peut plus fonctionner, qu'il faudrait purement et simplement la remplacer par d'autres cadres plus crédibles qui répondent à une CENI indépendante. Alors, docteur Guitine, à vous entendre parler au niveau donc de l'exécutif, ça ne va pas très bien. Au niveau donc du législatif, ça ne va pas très bien. Au niveau de la CENI aussi, vous avez dit que c'est disqualifié. Alors, où se trouve actuellement la Guinée alors? Et l'opposition, certaines personnes aussi critiquent la politique de l'opposition. On dit cette politique reposée seulement sur les oppositions, à tout moment les oppositions intempestives. Et puis, on parle de la radicalisation de l'opposition. Alors, je vais vous permettre aussi donc, puisque vous êtes dans l'opposition, de vous critiquer aussi, un regard critique de la politique donc de l'opposition. Oui, bon, je veux bien, je veux simplement vous dire que ceux qui critiquent, c'est parce qu'ils ne suivent pas. L'opposition a demandé le dialogue. Vous avez vu la difficulté avec laquelle nous avons obtenu un dialogue qui a été effectué. Nous avons tapé à toutes les portes. C'est l'opposition qui a tapé à toutes les portes des institutions pour dire levez-vous, demandez au pouvoir d'accepter de dialoguer. C'est ce qui nous a amené à rencontrer le chef de l'État. Et le chef de l'État nous a demandé d'aller dialoguer et que toutes les décisions qui seraient issues de ce dialogue, il va les mettre en application. Effectivement, sous la médiation du premier vice-président du CNT, la personne de Monseigneur Gomez, et oui, vous vous souviendrez qu'au mois de décembre, janvier, jusqu'à mi-février, nous nous sommes rencontrés au Palais du Peuple, nous avons dialogué. Mais non seulement le peu qui a été obtenu, le pouvoir ne le respecte pas, nous avions obtenu à ce dialogue qu'on respecte les lois de la République, à savoir la liberté de mouvement des partis politiques dans le pays, à savoir la neutralité de l'administration dans le processus électoral, à savoir l'accès équitable des partis politiques aux médias d'État. Je vous laisse le soin d'en juger. Hier, on a réprimé une manifestation légale reconnue par la Constitution qui voulait que nos militants marchent de Mokoto au Palais du Peuple, uniquement pour dire au président de la République, recompose la CENI et allons à des élections et statuts pour faire la transition. Vous avez vu comment on a réprimé de manière très violente cette marche. C'est déplorable. Vous avez vu comment il y a le blocage des leaders politiques quand ils sortent. Vous avez appris que Kouyaté, qui voulait venir au secours des travailleurs de Fria qui sont en crise, vous avez vu qu'il a été bloqué pendant qu'il ne faisait qu'apporter son soutien en amenant à manger à ces populations qui ont faim parce que ne travaillant plus, ne gagnant plus de salaire. Donc ce manque de mouvement, vous avez vu que la RTG est devenue le griot du pouvoir. Aujourd'hui, vous ouvrez la RTG, ce n'est que les lois du régime en place. Si ce peu qui a été obtenu au dialogue n'a pas été respecté, le fondamental qui était le changement de la CENI, la révision du fichier électoral, les deux, on n'est pas tombé d'accord. Nous nous attendions à quoi? Une fois que le président de la République reçoit le rapport, qu'il invite tout le monde autour de la table, comme il avait prévenu. Si la majorité, à défaut d'un consensus, il allait suivre la majorité. Et sur les trois groupes qui étaient au dialogue, mouvance, opposition et centre, le centre et l'opposition ont demandé la recomposition de la CENI. Donc il y avait la majorité du côté de la recomposition. Le président est resté muet, il a réagi en envoyant le PLUD a fait son audit, il a prouvé que nous avions raison en disant que le fichier, que le VMAC était allé
à un recensement et non à une révision. Plus tard, lui-même, sur sa demande, il a envoyé l'OIF. L'OIF a trouvé que l'opposition avait raison, que c'est un recensement qui est engagé et non une révision. Donc le processus a été bloqué. Tenez-vous bien au coût de milliards, parce que la CENI était avertie qu'elle était en train de violer la loi, qu'elle était en train d'aller à la révision, au recensement au lieu d'aller à la révision. Elle a préféré sacrifier des milliards, déployer sur le terrain des opérations de saisie, déployer des kits un peu partout, pendant que SAGEM avait laissé à la Guinée des kits performants qui étaient programmés, qui pouvaient servir de révision, parce que détenant le fichier de base. Donc le gouvernement n'a pas voulu tout ça. Ça nous a coûté énormément en argent. Ça nous coûte aujourd'hui en blessés, en arrestation. C'est pour vous dire que tous ceux qui disent que l'opposition guinéenne ne fait que s'opposer, ce n'est pas vrai. Et elle s'oppose, elle propose des solutions et elle demande le dialogue. Il n'y a eu le peu de dialogue que parce que nous avons demandé. Mais maintenant, si vous demandez comment la Guinée se porte, je vous dis que la Guinée est malade. Elle est malade de son régime, elle est malade de ses intellectuels, elle est malade de ses politiciens. Peut-être qu'elle se porte bien au niveau de ses populations qui sont très braves, des jeunes, des ouvriers, qui se battent pour le quotidien, des braves femmes qui à 5 heures du matin vont au marché pour satisfaire la vie de leur famille, des messieurs qui déambulent tout le long dans les rues pour trouver à manger. Et donc la Guinée, elle est brave de ses citoyens, mais malade de ses intellectuels, malade de son régime et malade de ses hommes politiques. Merci beaucoup, docteur. Vous êtes docteur. Hein. Je crois qu'on aura certainement besoin de vous pour soigner un peu la Guinée. Hein. Merci. Alors, donc, c'est moi qui vous remercie. D'accord, voilà. Alors, docteur, vous avez parlé certainement donc de la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir, la neutralité du parti au pouvoir que vous ne constatez pas, l'accès aux médias certainement de l'opposition qui n'est pas seulement garanti. Cela nous amène un peu à comparer un peu, si vous voulez, le régime du président Alpha Condé et puis le régime du feu M. Lassana Conté. Certains Guinéens aujourd'hui commencent à regretter M. Lassana Conté qu'on disait qu'il était pourtant dictateur. Alors, vous avez certainement connu les deux régimes. Est-ce que vous pouvez faire une comparaison entre les deux régimes? Est-ce qu'aujourd'hui, il fait bien de vivre sous Alpha Condé que sous le régime de M. Conté? Écoutez, franchement, pour nous, l'opposition, nous avons beaucoup plus de difficultés avec ce régime actuel que l'ancien. Parce que ce que nous n'avons pas compris, c'est qu'un des nôtres, parce que je vais vous dire en passant qu'en 92, le RPG a été créé avec mon parti. Et je vais vous donner ce détail, c'est que M. Alpha Condé a été l'un des principaux leaders de l'opposition guinéenne au temps du régime de Conté et l'un des meneurs qui s'est battu pour la démocratie en Guinée. Et c'était l'un des hommes qui n'avait pas voulu faire le moindre consensus avec Conté, qui est resté sans compromission. Nous avions donc espéré, franchement, que cet homme au pouvoir, c'était la réussite de la démocratie. Donc nous sommes surpris aujourd'hui qu'il se fasse entourer de ceux qui étaient responsables du régime de feu, de ceux qui ont créé tous les problèmes à Lansana Conté. Parce que je vais vous dire en passant, Lansana Conté, quand il a dirigé le pays avec ses militaires, ça c'est avant le multipartisme, ça c'est avant la loi fondamentale de 90. Quand vous prenez Lansana Conté de 84 à 90, il a réussi à mettre en place un ensemble d'institutions pour faire vivre la Guinée. Donc, la Guinée sortait d'un régime de dictature. Il a réussi, par élection, à aller vers un président de la République. Il a réussi à aller vers une Assemblée nationale. Il a mis beaucoup d'institutions. Il a créé le multipartisme. Donc, c'est quand il est venu au multipartisme, quand il s'est fait entourer de beaucoup d'autres vautours, et surtout principalement quand il est tombé malade à partir de 2000, précisément de 2001, que Lansana Conté, qui ne gérait plus le pays, qui était là, qu'on utilisait simplement, a fait un gâchis. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'au début du régime d'un démocrate, entre guillemets, que nous avions cru, parce que franchement, qu'on aime le président Alpha, qu'on ne l'aime pas, il s'est battu pour la démocratie en Guinée à son temps, sous Sékou Touré, sous Lansana Conté, ce que nous avons cru. Donc nous nous attendions à ce que ce monsieur-là soit le champion en Afrique pour la démocratie. Nous nous retrouvons aujourd'hui devant un régime dur qui nous oppose la force, qui utilise le fusil et la baïonnette contre son propre peuple.
nous ne nous retrouvons vraiment pas. Si comparaison il y a, je suis au regret de constater que la démocratie recule, que la Guinée recule avec, et que nous sommes en train de nous demander si le passé n'est pas meilleur au présent. Alors, quelle était donc la position hier de M. Alpha Condé dans l'opposition, chef des filles de l'opposition, par rapport aux interdictions des marches? Nous savons que sous M. Dadis Camara, il avait dit que le président Dadis Camara n'avait pas du tout le droit donc d'empêcher une marche. Est-ce que c'était la même position que le président Alpha Condé avait face à M. Condé et pourquoi aujourd'hui, selon vous, toutes les marches, la majeure partie des marches sont brimées actuellement à Conakry? Simplement, je vous ai dit, il luttait contre une catégorie de personnes. C'était ces caciques qui étaient autour de Lansana Conté. Aujourd'hui, ne perdez pas de vue. Quand vous allez à Conakry, n'allez pas loin pour les retrouver. Allez à la présidence, vous les verrez tous là dans le cabinet de M. le Président de la République. Ils sont encore ici. Ils sont là en train d'orienter la politique du président. Ils sont là en train de durcir le pouvoir. Ils ne donnent même pas le temps au président de la République de jeter un coup en arrière pour voir les gâchis qu'ils avaient commis. Ils lui donnent l'impression que ses ennemis, ce sont les citoyens guinéens qui se battent pour la démocratie. Sinon, croyez-moi, le peuple le plus facile à gérer, c'est le peuple guinéen. Aujourd'hui, donc, le fait de s'être entouré par ces messieurs-là qui avaient rendu le pouvoir de Lansana Conté dur et dictatorial, ce sont eux encore qui décident du régime du président Alpha Condé. Ils sont là, ils ne bougent pas, ils ne changent pas, ils ne veulent que leurs intérêts, ils s'en foutent de l'intérêt du peuple de Guinée. C'est contre eux que les Guinéens se battent. Ils sont dans l'ombre et le président Alpha accepte de supporter et de faire pour nous. Donc hier, le président Alpha s'est battu dans les rues de Conakry avec nous. Il s'est battu, il est allé en prison sous le régime de Lansana Conté. La cause pour laquelle il s'est battu, on a cru que franchement on l'avait obtenu avec son élection, mais aujourd'hui il est en train de faire en sorte que nous retournons en arrière. C'est ce que nous regrettons. C'est pour ça, à chacune des occasions de mes interventions à Conakry, je lui ai dit de comprendre que nous venons de loin et qu'aujourd'hui, la responsabilité lui revient en tant que premier responsable du pays. L'échec de la Guinée lui incombe, la réussite de la Guinée lui incombe. Il faut qu'il fasse en sorte que la démocratie vive, qu'il laisse les Guinéens exprimer leur choix. Les Guinéens veulent avoir des institutions librement choisies. Les Guinéens ne veulent plus que dans un bureau, avec un bic et un papier, qu'on écrive la liste des députés, qu'on partage dans un bureau des députés. Les Guinéens veulent, dans des élections libres et transparentes, choisir leurs représentants. Et ils se battent pour l'obtenir. Parce que, croyez-moi, nous avons les députés à élire. Nous aurons les conseillers communaux à élire. Nous aurons les conseillers de ville à élire. Nous aurons le président de la République à élire en 2015. La Guinée connaît un ensemble d'élections dans son processus électoral. Si nous ne nous battons pas pour que le processus soit transparent dès maintenant, c'est évident que le reste à venir sera compromis. Donc le processus Alpha qui s'était battu pour la démocratie, aujourd'hui se laisse diriger par des gens qui ne connaissent même pas écrire le mot démocratie, parce que des dictateurs purs et durs, ils sont encore là, ils ont leur passeport officiel, ils sont là, ils ont le titre d'excellence de ministre, ils sont là en train de torpiller le processus dans l'ombre. Ils donnent des conseils au président pour dire nous c'était comme ça, nous on empêchait comme ça, le président devient de plus en plus dur. Quand il veut céder, quand il promet de céder, le lendemain il renonce parce que quelque part c'est eux qui lui disent qu'il ne faut pas continuer, il ne faut pas laisser faire, il faut qu'on gagne les élections. Il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité de tricher les élections en Guinée. Le peuple a pris conscience. Il est entouré par des pays qui ont déjà fait l'expérience des processus. Le Sénégal, sorti de la présidentielle, a élu son assemblée. La Côte d'Ivoire, sortie de la tourmente, a élu son assemblée. Le Libéria qui est à côté, nous avons eu l'expérience du fonctionnement des institutions du Libéria. La Sierra qui sort de la guerre, nous avons vu comment ce pays a renoué avec la démocratie. Vous croyez vraiment que les Guinéens vont se faire endormir pour aller à une nouvelle dictature? Monsieur Rouget, croyez-moi que la bagarre sera rude, mais le succès est au bout de l'effort. Nous gagnerons le pari d'aller à des élections libres et transparentes. Et croyez-moi que l'opposition
aura un minimum de 80% des députés à l'Assemblée nationale. Alors, l'opposition décide donc de se retirer de la table des négociations, hein, et puis pratiquement de sortir de tout ce qui est comme un peu institution, de pratiquement retirer certainement ses membres. Je pense que vous avez aussi un membre aussi, certainement au CNT. Est-ce que vous approuvez d'abord cette décision et les conséquences pour la politique guinéenne? Écoutez, pour le moment, j'ai déjà appelé Conakry pour dire que j'étais solidaire de toutes les décisions de l'opposition. Mon parti est membre du collectif. Comprenez bien qu'il n'y a aucune raison que le parti ne soit pas solidaire. C'est-à-dire que, personnellement, je suis membre du Conseil national de la transition. J'ai un membre, mon parti a un membre à la Commission électorale nationale indépendante, c'est l'un des plus éminents. Écoutez, si la décision de l'opposition c'est de quitter, nous ne trouverons pas d'objection parce que l'une des méthodes dont nous disposons pour contester le pouvoir en place, c'est de dire notre mécontentement est de bouder. Donc, malheureusement, je dis, parce que notre souhait, c'était franchement de continuer à apporter toute notre contribution à la nation guinéenne par nos représentants dans les différentes institutions, mais si nous trouvons que le pouvoir est en train de dominer toutes ces institutions, est en train de s'impliquer dans toutes ces institutions pour empêcher son fonctionnement, vous comprendrez mieux bien la décision prise par l'opposition. Donc le PUD que je dirige est membre du collectif, et il va sans dire que toutes les décisions prises sont des décisions qui intéressent mon parti. Alors, revenons pratiquement à la dernière question, et puis c'est comprendre quelques réactions, certainement, donc, de quelques frères qui sont donc dans la conférence. Alors, à la dernière nouvelle, le chef de l'État aurait certainement fait une proposition de sortie de crise, une énième proposition donc de sortie de crise. Et cette fois-ci, il propose 9 représentants du PDG Arc-en-Ciel, au lieu de 10 représentants, 9 représentants de l'opposition au lieu de 10 représentants, 2 représentants des partis donc du centre, 3 représentants de la société civile et 2 représentants de l'administration. Est-ce que cela vous paraît une bonne proposition? Et cette fois-ci, au tout, qui sera certainement légiféré au niveau donc du CNT. Est-ce que la méthode vous paraît certainement bonne? Et puis la proposition elle-même, est-ce que vous pensez qu'elle est un peu conforme à ce que vous voulez? Mais ça dépend de ce que j'apprends. Hein. Ce que vous dites, c'est ce que j'apprends, il y a une nuance. Ce que j'apprends, qu'on veut partiellement modifier la CENI en maintenant des anciens. Si c'est le cas, je n'approuve pas. Par contre, s'il s'agit d'une nouvelle CENI, de demander à composer une CENI de manière paritaire, la constitution guinéenne ne reconnaît pas un centre. Le centre n'existe pas dans la constitution guinéenne. Il y a l'opposition et la mouvance. Toutes les lois de la République parlent d'une opposition et d'une mouvance. En Guinée, on appelle mouvance les partis au pouvoir et ceux qui sont représentés dans le gouvernement ou alors ceux qui décident de soutenir l'action du gouvernement sont déclarés partis d'opposition. Les partis qui ne sont pas représentés au gouvernement et qui décident de s'opposer à l'action du gouvernement. Voilà ce qu'on appelle opposition et mouvance dans la charte des partis politiques. C'est une loi qui a été votée par mon institution. Je sais de quoi je parle. Deuxièmement, l'administration ne devrait plus prendre part au niveau de la CENI pour la simple raison que la Constitution reconnaît désormais que l'administration doit jouer le rôle d'assistant technique à la CENI et qu'il doit y avoir un contrat de travail qui unit l'administration à la CENI. C'est ce qui explique la présence au sein de la CENI d'une commission technique chargée d'assister la CENI. Elle est composée en partie des représentants de l'administration, des candidats, etc., des institutions internationales qui appuient la CENI, etc. Ça veut dire que l'administration ne devrait plus, n'étant pas organisatrice des élections, ne devrait plus prendre part dans la CENI politique. Elle devait se contenter d'être dans la commission technique, parce que si vous lisez la Constitution surtout et l'application dans le Code électoral article 2, il est dit que la CENI organise toutes les élections politiques et les référendums en République de Guinée, et le département ministériel en charge du processus
et notamment le ministre chargé de l'administration du territoire, assume l'assistance technique et les cours et tribunaux sont chargés de la régularité du scrutin et de régler les contentieux électoraux. Donc, désormais, l'administration ne devrait pas prendre part à la CENI technique. Nous avions demandé au CNT de tenir compte des réclamations des hommes politiques. Parce que je vais vous dire de passage qu'au début, le CNT voulait faire une CENI technique à l'image du Ghana, où il n'y avait aucun homme politique, tirant les leçons de l'échec de cette CENI minée par les tendances politiques. Nous avions voulu prendre des cas de la société civile, les réduire au nombre de 11 pour faire une CENI technique à l'image du Ghana. Mais, et l'opposition et la mouvance ont crié pour dire qu'ils voulaient que la CENI comporte des hommes techniques. Donc récemment, après le dialogue, nous avons pris acte des recommandations du dialogue et le CNT, quand les commissions sont retrouvées, 7 commissions sur 9 ont demandé à ce qu'il y ait une CENI paritaire, 10 représentants de l'opposition, 10 de la mouvance et 3 de la société civile, afin que ceci constitue une CENI qui va désormais diriger les élections. Donc, si le président de la République demande que ça soit une nouvelle CENI, il ouvre les possibilités de dialoguer là-dessus. Mais s'il nous demande de maintenir les anciens membres de la CENI, à savoir qu'il faut moitié ancien, moitié nouveau, comme je l'apprends par téléphone à Conakry, là, et par les radios de Conakry, là, croyez-moi que l'opposition ne va pas céder. Et si cette proposition est confirmée, est-ce que cette proposition vous satisfait, à savoir 9 membres de l'Arc-en-Ciel, 9 membres de l'opposition centriste et puis ainsi de suite 3 des syndicats et puis de la société de l'administration. Est-ce que cette proposition vous satisfait un tout petit peu? C'est-à-dire qu'on vous a ôté peut-être un membre au lieu donc de 10, vous avez 9, voilà. Est-ce que ça vous paraît un peu... Écoutez, si, encore je vous répète, s'il ne s'agit pas de reconduire les anciens membres de la CENI, notamment le président de la CENI et les membres de son bureau, s'il n'est pas question de les reconduire avec tout le gâchis qu'ils ont créé, il est possible de discuter cette proposition du président. Il est possible de discuter, peut-être on va s'entendre. Nous ne sommes pas fermés. S'il s'agit d'une nouvelle CENI, une nouvelle recomposition, à savoir 9 nouveaux de l'opposition, 9 de la mouvance, nous pouvons discuter les autres détails, à savoir est-ce que l'administration appartiendra, et techniquement, je dis que si vous utilisez les lois, vous vous rendez compte que l'administration a un autre rôle à jouer, c'est le rôle technique. Donc il ne faut pas l'encombrer de jouer à la fois le technique et le politique. Donc je vous dis, s'il s'agit d'une nouvelle CENI, une nouvelle proposition de composition, il ouvre le débat, on peut discuter. Mais encore ce qui n'est pas discutable, c'est de reconduire l'ancienne CENI. Ça, c'est franchement non discutable. Mais si ce que vous dites concerne des nouveaux membres, croyez-moi, c'est une possibilité de discuter. Alors, docteur d'ici, nous allons passer certainement aux questions. Est-ce que vous avez besoin d'une minute de pause? Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais vous donner une petite minute de pause et puis revenir vers vous dans une petite minute, en même temps pour prendre quelques réactions des auditeurs qui sont très, très, très nombreux. Hein. Sûrement, docteur Dicty, vous faites beaucoup de recettes, ils sont très, très nombreux en ligne. Voilà. Alors, une petite minute. Et que je salue de passage. Merci beaucoup, docteur. Chacun dans son camp va être dans la possibilité de nommer des personnes en remplacement de celles qui y sont déjà. Ça devrait permettre de redonner un nouveau visage à cette CENI-là qui correspond un peu mieux au paysage politique et aux enjeux en cours actuellement en Guinée. Aujourd'hui, la composition est telle que la mouvance présidentielle a 10 représentants et l'opposition également. Donc ça se fera dans ces proportions. Donc les proportions ne vont pas changer? Non, non. C'est une proposition qui reconfirme le statu quo. C'est à partir de cela que nous avons décidé de retirer les 5
4 ou 5 personnes que nous avons à la CENI sur 24. Je crois qu'il y a une mauvaise foi manifeste. La CNT avait fait un travail en commission qui devait passer à la plénière et qui était conforme à la loi, c'est-à-dire la recomposition paritaire. Cette proposition n'est pas une proposition de recomposition paritaire, ce n'est même pas une proposition. Quitter la recomposition. Alors, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre émission. Oui, je suis là. Depuis 1 heure, donc le docteur Ditine. Alors, docteur Ditine, c'était le décalé Fulbert. Je sais que ce n'est pas de votre génération, mais je vous ai vu certainement remis un peu la tête, un tout petit peu quand même. Hein? Oui, merci vraiment. Alors, nous allons prendre quelques réactions. La toute première réaction que nous allons donc avoir, c'est donc certainement de notre frère. Monsieur Sotunturu, Sotunturu que nous allons avoir. Réaction, un petit commentaire et puis notre frère. Monsieur Sotunturu, comment allez-vous? Oui, bonsoir Jacques, je vais très bien. Un petit commentaire, question pour le docteur Ditine, allez-y. Ok, de passage, je dis bonsoir docteur et vraiment je salue sa brillante intervention. J'ai une petite question et ce que je constate, Jacques Roger, au vu de ce qu'a expliqué notre invité, vraiment, tous ces événements à caractère social et politique dans notre pays, je peux dire que Alpha Condé est déjà dans l'œil du cyclone. Le navire prend de l'eau de tous bords. Parce que c'est vraiment lamentable. Si je regarde par rapport à la marche d'hier, il faut se rappeler que l'opposition n'était pas en violation des règles et des procédures d'organisation, mais on a vu ce qui s'est passé. Vraiment, c'est désolant. Et je constate que tout ceci est un recul pour la démocratie en Guinée. Bon, par rapport au peu qui restait encore. Donc, c'est dommage qu'on veuille contourner la démocratie. Et pourtant, elle est le partenaire le plus fiable et qui renforce, la paix et le développement. Donc, réellement, je crains pour la Guinée et je suis écœuré parce que l'homme qu'on disait qu'il a 40 ans d'expérience et le peuple de Guinée ne peut pas se servir de cette expérience aujourd'hui parce qu'il est le maçon au pied du mur et qu'il donne le mauvais exemple. Tant bien que mal, s'il se fait entourer par des vautours, comme donnez-moi le terme, comme l'a dit le docteur. Et c'est Alpha Condé qui serait jugé. Et je dis que c'est dommage. Mais ceci étant, le combat continue parce que en politique, il ne faut pas relâcher. Et seule la vérité triomphera. Et encore une fois, je dis merci et toutes mes félicitations à Dr. Ditine pour sa brillante intervention. Voilà. Dr. Ditine, vous venez donc d'entendre M. Sotunturu. Hein? Est-ce que vous êtes quand même un peu optimiste de tout ce qui se passe? Vous êtes toujours optimiste pour la Guinée? Vous avez écouté M. Sotunturu? Beaucoup, très optimiste. En fait, comme je vous le dis, la Guinée appartient à la planète Terre. Aujourd'hui, le monde est devenu un village. Ce qui est évident, c'est que la Guinée ne peut pas être particulière. Donc, je crois que fermement, avec la lutte des démocrates de ce pays et avec l'aide de tous les démocrates du monde, on finira par trouver le bout du tunnel. Et c'est pour cela que nous ne désespérons pas, nous sommes très optimistes. Nous savons que nous avons un pays béni, qui a toujours, malgré qu'il a été entouré de pays en tension, Dieu nous a évité la guerre civile. Dieu nous a évité beaucoup de choses. Nous avons reçu des millions de réfugiés à travers le monde. Nous les avons hébergés et les aidés à rejoindre chez eux. Tout ça fait que la Guinée est une terre bénie. Et les contradictions entre les enfants de ce pays, on finira par les régler de toute façon. Même si malheureusement parfois c'est au prix de la violence qu'il faut le faire, il faut espérer quand même qu'on trouve l'issue. Pourvu que nous prenons conscience qu'il ne faut pas commettre des bêtises quand le régime commet des bêtises. Il faudrait faire en sorte que nous comprenons que la Guinée est une nation et qu'on a besoin de tous les enfants de ce pays pour construire le pays. Je suis très optimiste. Alors, une question d'une auditrice qui dit, en début, vous avez dit que votre nom était M. Amadou Tidiane Ouri Diallo. Pourquoi Dr Ditine? Ça veut dire quoi le Dr Ditine? Pourquoi Ditine?
Je ne suis pas, c'est pas mon nom, elle ne me connaît pas, je suis Mamadouri Ditine Diallo. Ditine parce que je viens de Ditine. Ditine, j'ai pris ce nom parce que quand je faisais le baccalauréat, nous étions 5 Mamadouri qui devaient faire le bac. Et chacun devait mettre devant son nom le nom de son village ou de sa sous-préfecture. Moi, qui viens de Ditine, j'ai mis Mamadouri Ditine, il y a eu des Mamadouri Timbo, etc., etc. Donc ça c'est resté Mamadouri Ditine, docteur, parce que j'ai fait la faculté de médecine vétérinaire. Je suis docteur vétérinaire, c'est ma formation. Voilà pourquoi on m'appelle docteur Ditine. Vous savez que les noms qui sont longs, on s'en fait l'économie. En prenant les deux bouts, certainement, on m'appelle docteur Ditine. Vous venez d'appeler M. Tunturung, c'est le nom de son village. Et bien voilà comment on simplifie les choses chez nous. C'est aussi facile que ça. Voilà, ça sera donc un match de football entre Tunturung et puis Ditine. On verra qui gagnera. Hein? Bon, voilà. Tout à fait. Alors, nous allons quitter donc, voilà, M. Tunturung et M. Ditine. Alors, pour nos auditeurs, vous connaissez déjà le principe quand nous avons des invités. Hein? Voilà. Vous avez les commentaires après, mais vous allez maintenant droit à vos questions, pas seulement des écarts du langage. Vous comprenez, mais on peut discuter sans pour autant être certainement, permettez-moi l'expression, un peu arrogant. Alors, je vais permettre à M. Kourouma Amara, allez-y pour votre question pour le docteur Ditine. Bonsoir, M. Jacques Roger. Bonsoir, docteur. M. Kourouma, bonsoir. Oui. Docteur, je crois bien qu'il y a une partie, un article de la Constitution, oui, qui dit que, je ne connais pas exactement le numéro, monsieur le docteur, qui dit que toutes les institutions de la République doivent rester en place jusqu'à l'installation de l'institution correspondante. Aujourd'hui, nous assistons aujourd'hui qu'on veut tripatouiller, manipuler, oui, c'est-à-dire enlever la CENI. Est-ce qu'en enlevant la CENI, également, on ne doit pas aussi enlever le CNT et toutes les autres institutions? Ça, c'est un. Oui. Ma deuxième intervention, s'il le faut, commentaire, est-ce que vous, en critiquant, est-ce que vous ne pouvez pas regarder un peu dans le rétroviseur, c'est-à-dire, vous avez parlé de l'entourage du professeur Alpha Condé. Oui. Aujourd'hui, nous constatons ici aujourd'hui, comme vous l'avez dit, que la Guinée est malade de ses intellectuels. Est-ce que dans l'entourage du professeur Alpha Condé aujourd'hui, on peut voir qui, par exemple, qui a pris assez de temps avec le général Lansana Conté, plus que M. Selouda Lengalou? Je vous remercie et je reste à l'écoute. Bon, voilà, je vais commencer par la première question. Je vais vous dire, c'est une mauvaise lecture. Je n'ai pas le document devant moi, mais si vous avez la Constitution, prenez les dispositions transitoires, vous fouillerez à l'article 155. Il s'agit précisément de cet article. Il y a deux catégories d'institutions qui sont citées là. Il y a les institutions qui attendent l'Assemblée nationale. Il est dit que la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, l'Institution nationale des droits humains, le Haut Conseil aux collectivités et le médiateur de la République seront mises en place 6 mois après l'installation de la Constitution. Vous allez en bas, dans le même article, il est dit que le Conseil économique et social, la Commission nationale électorale indépendante seront installés dès que les institutions correspondantes seront mises en place. Ça veut dire que dès que vous votez aujourd'hui une CENI au niveau du CNT, elle remplace la CENI. Elle n'appartient pas aux institutions qui attendent l'Assemblée nationale. Ça, c'est une précision, parce que même dans notre pays, beaucoup font la même bêtise, ils confondent les deux types d'institutions. Alors la CENI n'appartient pas à ces institutions. Vous parlez des institutions transitoires. À Ouaga, quand il y a eu la rencontre de Ouaga en 2006, il a été créé un gouvernement de la transition, un président de la transition et un conseil national de la transition. Ce sont les trois institutions de la transition. Le gouvernement de la transition a fini sa mission, il est parti. Le président de la transition a fini sa mission, il est parti. Il reste le conseil national de la transition. Donc, c'est la seule institution de transition que la Constitution a reconnu
Parce que quand vous prenez les mêmes dispositions des transitoires, il est dit que le Conseil national de la transition reste en place jusqu'à l'installation de l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas de vide juridique.